Le travail d'un enquêteur est souvent peu enviable, surtout lorsqu'il est confronté à des affaires qui semblent inexplicables. Parfois, des crimes sont commis ou des personnes disparaissent, et le manque de preuves fait que l'affaire reste non résolue. Dans certains de ces cas, aucune réponse n'est jamais trouvée et le mystère n'est jamais résolu. Le mariage malheureux de Mary Lou et Stephen Gary a commencé en 1983 et s'est terminé tragiquement le jour de la Saint-Valentin en 1986. Le couple, qui gérait une entreprise d'assurance depuis leur maison cossue de Sugarland, était souvent vu en train de se disputer, ce que Stephen a nié. Le 14 février, Stephen a travaillé au bureau. Cet après-midi-là, il a demandé à Maria, la mère de Mary Lou, d'aller voir Mary Lou chez elle, disant qu'il ne parvenait pas à la joindre pour la Saint-Valentin ou l'anniversaire de Maria. Maria a trouvé la porte entrouverte et a découvert Mary Lou, âgée de 33 ans décédée, allongée face contre terre, attaquée avec 2 armes à feu. Les tentatives d'urgence pour ranimer Mary Lou par injection cardiaque ont rendu impossible la détermination de l'heure du décès. Stephen a suggéré un cambriolage raté, affirmant que 35 000 $ de bijoux, de manteaux de fourrure et d'autres objets de valeur avaient disparu. Maria n'était pas d'accord, affirmant qu'aucune affaire de Mary Lou n'avait disparu. Stephen, qui affirmait avoir quitté la maison à 6h30 pour aller au bureau, faisant des arrêts confirmés par des témoins, a appelé Mary Lou à 7h30 pour discuter 5 minutes. Malgré les témoignages confirmés, un détective privé doutait cependant de ses horaires, suggérant qu'il aurait pu rentrer chez lui sans être remarqué. Le détective a également noté que Stephen est retourné aux endroits où il s'était arrêté le lendemain, rappelant aux gens qu'il était là le 14, ajoutant aux soupçons, Stephen avait une police d'assurance de 435 000 $ sur Mary Lou et avait 120 000 $ de dette. 10 mois plus tard, un jugement lui a interdit de toucher l'argent de l'assurance. Aucun autre suspect n'a jamais été identifié. Bien que la famille de Mary Lou pense que Stephen est responsable, il n'a jamais été inculpé et l'affaire reste non résolue. C'était le 26 juillet 2025 lorsque le Devil's Den State Park allait devenir le lieu inattendu d'un événement étrange qui a laissé de nombreuses questions sans réponse. Ce jour-là, la police est arrivée là où 2 jeunes filles étaient seules, tandis que leurs parents, allongés côte à côte à quelques mètres, couverts de taches rouges, ne respiraient-ils plus. C'est ce jour-là que Kristen Brigg, une mère de 41 ans, son mari Clinton, âgé de 43 ans, et leurs 2 filles sont partis faire une randonnée en famille dans le parc, mais tous ne rentreraient pas chez eux. La famille descendait un sentier de randonnée lorsque soudain, une silhouette jusque-là cachée a surgi de sa cachette et s'est jetée sur Clinton utilisant une lame aiguisée. Kristen a réuni ses filles et les a conduites en courant sur le sentier jusqu'à leur voiture. Après avoir atteint la zone de sécurité, elle est retournée aider son mari. Quand elle est arrivée, il était déjà trop tard. Il était en train de rendre son dernier souffle. Maintenant, Kristen avait vu le visage de l'agresseur, ce qui faisait d'elle un témoin qu'on ne pouvait pas laisser en vie. Après avoir parlé avec plusieurs autres randonneurs dans la région ce jour-là, les enquêteurs ont commencé à établir un profil potentiel de leur suspect. C'était un homme caucasien portant un pantalon sombre, une casquette, des lunettes de soleil et des gants sans doigts. Il aurait transporté un sac à dos noir avec lui et porté un haut beige foncé sous une chemise à manches longues dont les manches avaient été retroussées. Des témoins ont rapporté l'avoir vu conduire vers la sortie dans une berline à 4 portes avec une plaque d'immatriculation couverte. On pense que la voiture était une Mazda aperçue en train de rouler sur la State Highway 170 ou 220, près du parc, dans une zone boisée. Un portrait robot du suspect serait publié plus tard et une chasse à l'homme de 5 jours s'ensuivrait. Le 30 juillet, la police a appréhendé un individu qu'elle pense être l'auteur du crime. Menotté et escorté jusqu'à une cellule de prison, Andrew James McGann, âgé de 28 ans, avait récemment déménagé en Arkansas, où il devait commencer un nouvel emploi en tant qu'enseignant dans les écoles publiques de Springdale. Mais il n'était pas encore entré en contact avec les familles ou les élèves. McGann n'a ni antécédents criminels, ni maladie mentale, ni mobile. Pourtant, lors de son arrestation, il aurait avoué avoir commis le crime, affirmant avoir attaqué Clinton en premier alors que Kristen mettait leurs enfants à l'abri. Le lendemain de son arrestation, McGann serait accusé de 2 chefs d'accusation pour homicide capital. Mais lors du procès, il plaiderait non coupable, remettant ainsi en question la raison de ses aveux initiaux. Cependant, les preuves ADN retrouvées sur la scène du crime correspondaient aux siennes.
Le fluide vital reliant McGann à la scène du crime venait d'une blessure qu'il avait subie en attaquant les victimes, tentant de se défendre. Bien qu'Izé ait un suspect, le mystère restait entier. Ce que les enquêteurs n'ont pas réussi à comprendre, c'est pourquoi McGann, sans mobile, sans lien avec les victimes et sans antécédents criminels, aurait commis une attaque aussi audacieuse et violente. La police n'a trouvé aucun signe avant-coureur indiquant qu'il prévoyait de commettre ce crime, écartant ainsi l'idée de préméditation. Il n'a également fait aucun effort pour dissimuler son identité et a été aperçu par plusieurs témoins capables de l'identifier, ainsi que par des caméras de surveillance. Lors de sa comparution initiale, McGann a à peine parlé et il a montré très peu d'émotion pendant toute la durée de la procédure. Malgré une enquête approfondie, la police n'a toujours pas trouvé de raison à cet acte odieux et le suspect n'a pas non plus beaucoup aidé dans la recherche de réponses. Une longue procédure judiciaire est actuellement en cours. McGann reste en détention et devrait comparaître devant le tribunal en janvier 2026, une audience qui, espérons-le, apportera des réponses et mettra un terme à cet événement troublant. Au cours des années 1970 et 1980, les affaires impliquant des tueurs en série étaient en augmentation, et l'un de ces tueurs présumés, connu sous le nom du tueur en série de Tai Nong North, n'a jamais été arrêté malgré tous les efforts des autorités. L'affaire a commencé le 30 mai 1980, lorsqu'une femme nommée Alison Rook a été signalée disparue à Frankston North, dans l'État de Victoria, en Australie. Ses amis ont déclaré à la police qu'elle devait prendre un bus pour aller dans un magasin à Frankston. Le 5 juillet, son corps a été retrouvé dans la broussaille sur McClelland Drive par un homme qui promenait son chien dans la région. Puis, vers 14 h, le 6 décembre 1980, 3 hommes qui déchargèrent des déchets dans une ancienne carrière de sable sur Brew Road, à Tenong North, dans l'État de Victoria, ont fait une découverte stupéfiante. L'un des hommes a remarqué quelque chose d'étrange dans la broussaille, et en enquêtant, il a découvert avec horreur des restes humains. Le groupe a aussitôt contacté la police, et la suite demeure un mystère qui déroute encore les forces de l'ordre. Lorsque la police a fouillé la zone, elle a trouvé non seulement les restes en question, mais aussi ceux d'au moins 2 autres personnes. Les restes ont été retirés et envoyés à un laboratoire pour être analysés. Et les résultats ont montré qu'ils appartenaient à 3 femmes différentes, Catherine Headland, Anne-Marie Sargent et Bertha Miller. Bertha avait disparu après avoir dit à ses amis qu'elle prévoyait de se rendre à l'église méthodiste de West Lyon à Glen Iris, tandis que Catherine avait été vue pour la dernière fois chez son petit ami à Berwick vers 11 h du matin le 28 août de cette année-là. Anne-Marie a été signalée disparue le 6 octobre après avoir quitté la maison de sa mère à Cranbourne vers 9 h 30 du matin. Elle a dit à sa mère qu'elle prévoyait de prendre un bus pour Dandenong et qu'elle irait ensuite à un bureau de poste à Clyde. L'année suivante, le 9 octobre 1981, Joy Carmel Summers a disparu d'un arrêt de bus à Frankston après y avoir été vue pour la dernière fois vers 1 h du matin. Elle allait dans un magasin à Frankston, mais n'a jamais été revue. Ses restes ont ensuite été retrouvés dans une zone isolée de Frankston North. Le 3 février 1983, un homme conduisait sur la Princess Freeway à Tenong Nord lorsque sa voiture a eu un pneu crevé. Il s'est arrêté et, en changeant le pneu, a remarqué un os dans un buisson à proximité qu'il a ensuite apporté au poste de police de Werrigal. La zone a été fouillée et les restes d'une autre femme, Narimal Stevenson, ont été découverts. Depuis, la police a déclaré qu'elle pense avoir affaire à un tueur en série qui était actif dans ces régions à cette époque, mais elle n'est pas parvenue à identifier un suspect. Il est tout à fait possible qu'il ait eu d'autres victimes, mais son identité reste inconnue. Et toute personne ayant des informations sur ces affaires est priée de contacter Crime Stoppers Victoria au 1800 333 000. Nous étions le 21 janvier 2025 et le silence était assourdissant dans la région de Patagonie au Chili. Le minuscule point rouge d'une piège photo était la seule lumière luttant contre l'obscurité du petit matin. Le piège photo avait été installé pour un projet de suivi de la faune. La caméra cependant allait capturer bien plus que des pumas et des pudus. Elle s'apprêtait à capturer quelque chose d'étrange et d'inexplicable, qui allait tous les laisser sans voix. La caméra est placée au bord d'une clairière, aussi loin que possible de toute route publique ou de toute habitation. Ils se sont concentrés sur un horizon plat, dépourvu de lampadaires et de voitures qui passent. Malgré l'absence de toute source de lumière possible, à 00h22, 2 de ces sources apparaissent mystérieusement
d'origine inconnue. En seulement 2 secondes, 3 photographies ont été prises, révélant le moment où 2 lumières sans source visible sont apparues à l'image. Une courte vidéo a également été enregistrée à ce moment-là et a été ralentie pour montrer leur mouvement. Et les lumières apparaissent de nulle part, descendant d'au-dessus de la ligne de mire. D'abord, un orbe plus grand est visible, suivi peu après par un objet plus petit. Les 2 lumières semblent laisser une traînée, probablement à cause d'un reflet de l'objectif de la caméra. Les objets restent devant la caméra, l'éblouissant avant de disparaître sans laisser d'explication. Cette caméra en particulier n'est pas la seule utilisée non plus. 64 autres caméras sont réparties entre la Patagonie et la Terre de Feu, au Chili, dans le cadre du projet. Pourtant, malgré le nombre important d'appareils d'enregistrement, un seul d'entre eux a capturé ce phénomène étrange, et cela laisse les experts perplexes quant à son origine. Diverses explications ont été avancées. Elles vont d'insectes volant trop près de l'objectif à des arachnides grimpant sur la caméra. Il a aussi été suggéré que les lumières étaient des plasmoïdes, une forme rare et peu documentée de plasma de courte durée. Les plasmoïdes sont souvent évoqués en même temps que la foudre en boule. Malgré les nombreuses théories, cependant, les spécialistes s'accordent à dire que l'origine de ces lumières étranges n'a pour l'instant aucune explication concluante et reste un mystère pour le moment. Larry Morris, âgé de 24 ans, était étudiant à Tulsa, Oklahoma, en 1974, et pendant son temps libre, il travaillait comme technicien sismique temporaire. En avril cette année-là, il venait de finir un travail à Riverton, Wyoming, et prévoyait d'autres études similaires. Il a dit à ses amis et à sa famille qu'il prévoyait un voyage au parc national de Yellowstone et qu'il rentrerait chez lui dans le Wyoming. Sa famille s'est inquiétée quand son patron les a informés de son absence au travail le lundi suivant son retour prévu, entraînant l'ouverture d'une enquête pour disparition. Les enquêteurs ont fouillé son appartement sans trouver de preuves d'actes criminels. Ils ont supposé qu'il lui était arrivé quelque chose de fâcheux avant son retour, probablement entre Riverton et Jackson, car rien ne prouvait qu'il soit arrivé à Yellowstone. Les détails de l'affaire de Larry ont été transmis aux services de police de tout le pays, ce qui a permis d'obtenir une première piste. Le bureau du shérif de Twin Falls, dans l'Idaho, a contacté les enquêteurs pour les informer qu'ils avaient arrêté un homme nommé Larry Marvin Morris, soupçonné d'être un cambrioleur. Mais cela n'a rien donné, car on a découvert que le cambrioleur s'appelait en fait Jack Lincoln. Il avait donné un faux nom car il était recherché pour s'être évadé d'un centre de prélibération conditionnelle au Colorado. On a découvert qu'il était complice avec James Jaggers, avec qui il avait déjà partagé une cellule. Lors de la fouille, la police a trouvé le permis et les cartes de crédit de Larry sur eux et découvert qu'ils avaient loué une voiture à son nom. Des preuves d'autres cambriolages ont été trouvées dans le véhicule et ils ont été condamnés à 15 ans de prison. Les enquêteurs pensaient savoir ce qui était arrivé à Larry, mais aucun des 2 hommes n'était prêt à coopérer. Ils sont restés catégoriques sur le fait qu'ils n'avaient jamais rencontré Larry, malgré le fait qu'ils avaient ses affaires sur eux lorsqu'ils ont été arrêtés. Quelques jours plus tard, on a appris que la voiture de Larry, une Ford de 1966, avait été retrouvée dans un garage à San Francisco. C'est là que les 2 cambrioleurs avaient loué la voiture dans laquelle on les a retrouvés, et on a supposé qu'ils avaient abîmé celle de Larry et avaient dû en louer une autre avec ces informations. La voiture de Larry a finalement été réparée et rendue à sa famille. La principale théorie est que Morris et Jagger ont réussi à monter dans la voiture de Larry, sans doute en autostop, puis l'ont tué durant le trajet entre Riverton et Dubois. On pense qu'ils ont laissé son corps dans une zone boisée près de l'autoroute, et ces secteurs ont été minutieusement fouillés sans qu'aucune trace de Larry ne soit retrouvée. Malheureusement, aucune preuve ADN n'a été recueillie à l'époque, et l'affaire est restée sans suite. La preuve incontestable est peut-être enfin là. La preuve nécessaire pour confirmer que Mars a déjà pu abriter la vie ou pourrait potentiellement devenir une planète habitable dans un avenir proche. Le rover Perseverance de la NASA parcourt la surface de la planète rouge rocheuse en recueillant des informations essentielles. Le 18 juillet de l'année dernière, alors qu'il étudiait la formation Bright Angel du cratère G0, l'appareil photo a capturé des structures annulaires surnommées taches Léonard et de petits nodules appelés graines de pavot à l'intérieur d'une mudstone connue sous le nom de Cheava Falls. Tout le long de Cheava Falls, on trouve d'importantes veines blanches de sulfate de calcium. Entre ces veines se trouve un matériau rougeâtre, ce qui suggère la présence d'hématite,
l'un des minéraux qui contribue à la teinte rouillée de Mars. Les taches sombres de type léopard semblent résulter d'une réaction chimique impliquant l'hématite qui transforme la roche du rouge au blanc. Ces réactions peuvent aussi libérer du phosphate et du fer, provoquant la formation de halos noirs visibles. Selon les scientifiques, ces réactions pourraient en fournir de l'énergie aux microbes. Dominant l'espace aux côtés des taches de léopard, on trouve deux autres minéraux, la vivianite et la grégite. La vivianite devient noire après exposition à la lumière et oxydation du fer ferreux en fer ferrique. Ce minéral se trouve dans des zones de décomposition. La grégite est un minéral de sulfure de fer que l'on peut trouver chez certaines bactéries magnétotactiques. Il est crucial dans l'environnement ancien en raison de sa sensibilité au soufre. La présence de ces deux minéraux rend l'idée que la vie microbienne puisse se maintenir sur Mars légèrement plus probable et peut même suggérer que la planète aride était autrefois vibrante de verdure luxuriante. Les instruments Pixel et Sherlock ont cartographié ces textures ainsi que les compositions chimiques présentes dans les mudstones après avoir prélevé des échantillons sur les sites de Sheava Falls. L'un de ces échantillons, baptisé Sapphire Canyon, est désormais considéré comme le candidat le plus prometteur pour des traces de vie passées sur Mars. Cela dit, chaque indice plausible peut toujours avoir une autre explication. Le mystère de savoir si la vie peut se maintenir sur Mars s'approfondit avec la présence de réactions hydrothermales. Les scientifiques ont découvert que de telles réactions, les gradients redox et les voies géochimiques peuvent tous imiter des biosignatures. La question est de savoir si les taches de léopard sont un marqueur d'une Mars capable de soutenir la vie ou simplement une apparence trompeuse. On ne sait pas grand-chose sur la vie du capitaine James William Boyd, qui a servi dans l'armée confédérée, plus précisément dans la 6e infanterie du Tennessee pendant la guerre de sécession, mais il est au centre d'une théorie du complot farfelu. On sait que Boyd, devenu prisonnier de guerre après avoir été découvert espion pour le Sud, a bénéficié d'un certain traitement de faveur pendant son incarcération. Il s'est allié avec des gardiens de prison en leur donnant des informations sur les évasions prévues. Très vite, certains de ses codétenus ont commencé à soupçonner qu'il était un informateur, et des menaces ont été proférées contre sa vie. Il était désespéré de sortir de prison et donc, selon la théorie, il a écrit à Edwin Stanton, le secrétaire à la guerre, en décembre 1864. Il savait que Stanton pouvait obtenir sa libération. Alors il s'est adressé au chef de la National Detective Police, Lafayette Baker, qui a estimé que Boyd pourrait s'avérer très utile pour le Nord. Baker a élaboré un plan selon lequel Boyd a affirmé que sa famille souffrait de difficultés à cause de son incarcération et il a été libéré de prison. Il a ensuite travaillé pour Baker et devait cartographier toutes les routes d'évasion quittant Washington. Une fois la carte terminée, il en a remis une copie à Baker, mais il a gardé l'original pour lui. Et selon la théorie, elle contenait plusieurs endroits où les soldats confédérés pouvaient trouver de l'aide et un moyen de s'échapper. Ces endroits étaient la taverne Surratt, la maison d'un médecin appelé Mudd, la maison de Samuel Cox, ainsi que les maisons appartenant à Elizabeth Quessenberry et à un autre médecin appelé Stewart. La théorie affirme en outre que Boyd avait été recruté par Stanton pour aider à l'assassinat du président Abraham Lincoln, mais qu'il n'avait aucune intention de mener à bien ce plan. Il s'est enfui et toutes les tentatives de Stanton pour le retrouver ont échoué. C'était un énorme problème pour Stanton car Boyd détenait beaucoup d'informations compromettantes, la pire étant l'assassinat prévu du président des États-Unis. Néanmoins, le plan a continué et John Wilkes Booth a pris la place de Boyd, du moins c'est ce qui a été dit. Après avoir commis l'assassinat, Booth s'est rendu au pont du Navy Yard où on lui a demandé un mot de passe qui lui avait été donné par Lyndon B. Johnson. Il a pu entrer dans le Maryland avant de se rendre à Surrattsville. Après avoir été soigné pour sa jambe cassée, il a ensuite rencontré Boyd chez Monsieur Cox, un homme qui aidait les soldats confédérés à s'évader. Boyd a aidé Booth à trouver une bonne cachette, après quoi il s'est rendu à la rivière Rappahannock. Il avait organisé une rencontre avec John Singleton Mosby, dont il affirmait qu'il pouvait aider Booth dans sa situation pour la somme de $300, ce à quoi Booth a consenti. Lors de la traque de Booth, il est apparu qu'il avait pris un itinéraire de la carte de Boyd et l'ordre fut donné d'arrêter Booth et d'éliminer Boyd. Le 25 avril de cette année-là, Boyd a été retrouvé dans une grange sur la ferme de Monsieur Garrett, mais il a refusé de se rendre. La grange était en feu, mais malgré cela, Boyd a refusé de sortir.
Il a finalement été blessé par une arme à feu, traîné hors de la grange, et il est décédé peu de temps après. Beaucoup de gens sont convaincus que cette théorie est vraie, mais comme Boyd n'a pas pu se défendre contre ces accusations, il est peu probable que nous sachions un jour si cette version des faits s'est réellement produite. Nicole Laguerre, l'épouse de Leonard J. Mercury, a expliqué que son mari, dessinateur-projeteur principal, est un homme bien connu dans la communauté. C'est quelqu'un que tout le monde apprécie. Sa personnalité amusante et aventureuse contraste avec son côté détendu et facile à vivre. Toutes ces qualités rendant Léonard si remarquable et rendant son absence d'autant plus évidente. Selon Nicole, son mari avait reçu un diagnostic de trouble de santé mentale, qui s'est aggravé lors d'une réunion le 25 novembre de cette année. Après la réunion, Léonard est devenu de plus en plus agité, si bien qu'il a finalement reçu des soins médicaux d'urgence. Le 29 octobre, l'homme de 57 ans a été admis à l'hôpital Haywood à Gardner, où il a suivi un traitement médical pour se remettre sur pied. 2 jours après son admission à l'hôpital, à 3 heures du matin, le 31 octobre, des policiers se sont présentés de façon inattendue à la porte de Nicole. Ils sont venus avec des nouvelles urgentes. Léonard s'était échappé et était porté disparu. Apparemment, Léonard avait brisé une fenêtre dans sa chambre, était sorti, avait couru jusqu'au toit de l'hôpital, avait sauté et s'était enfui. Nicole a blâmé l'hôpital pour cette épreuve et exige des explications sur la façon dont son mari a pu s'échapper alors qu'un garde était censé le surveiller. Elle a parlé au téléphone avec une infirmière et un psychiatre, qui lui ont dit qu'il y avait un garde présent lors de la fuite de Léonard parce qu'il avait été admis en urgence. Cette explication n'a pas permis de comprendre l'événement ni pourquoi personne n'a tenté de le poursuivre. À la suite de cette disparition soudaine et inattendue, une enquête approfondie serait menée par le service de police de Gardner. Comme l'homme disparu est à risque, la police a assuré qu'elle ferait tout pour le retrouver. D'importantes recherches au sol ont minutieusement inspecté rues, forêts et bâtiments. Des unités cynophiles ont été mobilisées pour le retrouver et des systèmes sonars ont balayé la ville. Cependant, tous ces efforts se sont révélés vains et avec le temps, ils ont fini par diminuer. Nicole a depuis pris la recherche en main et a lancé une cagnotte GoFundMe dont les fonds serviront à engager un détective privé. Il ne lui a fallu qu'une journée pour réunir l'argent dont elle avait besoin et Dana Preston de Rockwell Investigation est alors entrée en scène. Preston a découvert que Léonard s'était précipité dans la zone boisée, se rendant là où le chien de recherche avait perdu la trace. C'est précisément dans cette zone, d'une manière ou d'une autre négligée par d'innombrables agents, que Preston allait trouver une paire de chaussettes d'hôpital. Les chaussettes d'hôpital pourraient être celles de Léonard, qui a quitté l'établissement encore vêtu de sa tenue d'hôpital. Preston a ensuite rencontré les enquêteurs qui, après avoir trouvé les chaussettes, ont évoqué que l'homme disparu pouvait être dans un lac ou avoir été emmené par quelqu'un. Nicole continue de chercher son mari, convaincue que quelqu'un sait quelque chose. Elle distribue des prospectus dans les villes et villages de l'État et publie également des mises à jour régulières sur la page Facebook « Trouver Léonard Mercury ». Preston reste impliqué dans l'affaire et a mené ses propres recherches sur le terrain. Les informations peuvent être transmises au service de police de Gardner au 97 8600 32 6500. 00. Louise Faulkner, âgée de 43 ans, et sa fille de 2 ans ont disparu à St Kilda, Victoria, en Australie, en 1987. Le seul suspect est le père de la fillette, George Sutherland, mais il n'a jamais été inculpé faute de preuves. Louise, qui avait 3 enfants plus âgés vivant avec son ex-mari, avait une liaison avec Sutherland et elle est retombée enceinte de lui. Le 26 avril 1980, elle a dit à sa voisine, Corinne Wilde, qu'elle rendait visite à un homme qu'elle appelait un cultivateur de pommes de terre à Parker's Corner dans le Gippsland. Sutherland était alors lié à la ferme de pommes de terre. Wilde a vu Louise monter dans un pick-up Holden blanc conduit par un homme australien décrit comme ayant un physique robuste qui est venu la chercher. Une semaine plus tard, la fille aînée de Louise et sa grand-mère ont trouvé son appartement vide. Louise, qui avait besoin d'une canne pour son arthrite, l'avait laissé sur place. Les tiroirs de sa table de chevet étaient vides et une télévision, une valise, des vêtements et l'acte de naissance de sa fille manquaient. La police a interrogé Sutherland, qui a d'abord nié avoir vu Louise depuis mars. On a appris qu'il s'était réconcilié avec sa femme, installée à la ferme avec lui, mais qu'il voyait toujours Louise.
Le propriétaire de la ferme possédait un pick-up Holden blanc que Sutherland pouvait utiliser. 2 mois plus tard, Sutherland a vendu sa propriété à bas prix et est parti aux États-Unis avec son ex-femme avant de revenir en Australie des années plus tard. Louise était restée portée disparue jusqu'en 2006, lorsqu'une lettre anonyme envoyée à un média affirmait que Sutherland avait avoué, je cite, s'être débarrassé d'elle après qu'elle ait demandé à être plus impliquée dans la vie de leur fille. Malgré une enquête, Sutherland n'a jamais été inculpé et reste une personne d'intérêt, et l'on ignore toujours où se trouve Louise. On sait que l'ADN humain contient les vestiges d'espèces humaines disparues. Pendant des décennies, on nous a fait croire que nous descendions d'un seul ancêtre humain, mais selon des découvertes récentes, notre ascendance inconnue est bien plus complexe que cela. Nous ne sommes pas simplement les descendants évolués de l'Homo erectus, ni simplement le résultat d'un mélange d'ADN néandertalien et dénisovien. L'histoire est bien plus vaste que ce que nous n'avons commencé à découvrir que ces dernières années dans notre quête de compréhension et de connaissance. C'est dès 2020 que l'expression lignée fantôme a apporté un nouveau mystère. On a découvert que les génomes d'Afrique de l'Ouest contenaient un ADN mystérieux, issu d'une population archaïque inconnue, encore non identifiée. Ce croisement a sans doute eu lieu à la même époque que celui avec les Néandertaliens, survenus ailleurs dans le monde. On a découvert que 4 populations d'Afrique de l'Ouest, les Hassans, les Mandés, les Yoruba et les Gambiens, portaient toutes de l'ADN provenant d'un mystérieux homininé archaïque inconnu, un parent de l'homme qui se serait séparé de notre lignée avant les Néandertaliens. Cette découverte apporte une nouvelle dimension à l'ascendance humaine, dépassant dénisoviens et néandertaliens. En ajoutant encore quelques pièces impossibles à rattacher au puzzle, en mai 2025, des chercheurs de la province du Yunnan, en Chine, ont fait une découverte similaire. Après être tombés sur ce qu'ils pensaient être un squelette vieux de 7100 ans, les scientifiques allaient découvrir des marqueurs d'une autre branche humaine jusque-là inconnue. Cette nouvelle espèce a été baptisée le Sini asiatique basal, ce qui remet en question les idées initiales concernant les origines des populations tibétaines et austro-asiatiques. On pense que cette espèce fantôme nouvellement nommée s'est séparée des autres espèces humaines il y a environ 40 000 ans. Combinées à l'étude de 2020, les découvertes de cette année issues de l'enquête et de l'analyse de plus de 100 restes squelettiques en Chine ont donné lieu à une série de publications. Ces études suggèrent que les Néandertaliens, les Dénisoviens et un troisième groupe inconnu d'humains éteints se sont reproduits avec au moins une fois avec des populations encore plus anciennes, d'hominidés inconnus et disparus, qui possèdent que des lignées fantômes dont nous ne savons rien. Violet Charlesworth, également connue sous le nom de May par beaucoup, était une escroc qui a réussi à tromper les autorités pendant des années, au début des années 1900. Et aujourd'hui, son destin reste inconnu puisqu'elle a disparu sans jamais être revue. Violet est née à Stafford, en Angleterre, en 1884. Son père David était agent d'assurance, sa mère Myriam s'occupait de Violette et de ses 3 frères et sœurs à la maison. Juste après le début du siècle, la famille a déménagé à Rhyl, dans le nord du pays de Galles, où elle est devenue bien connue grâce à sa richesse. Les habitants discutaient de Violette, connue pour ses tenues chères et ses luxueuses voitures en ville. Elle est devenue une sorte de petite célébrité, car ses activités étaient souvent rapportées dans les journaux. Mais en 1809, sa vie a pris un tournant lorsqu'elle conduisait par une soirée au clair de lune. En mai de cette année-là, elle a dû faire une embardée pour éviter une voiture arrivant en sens inverse, et par conséquent, elle a fini par percuter une charrette tirée par des chèvres. Elle a ensuite été impliquée dans un autre accident en 1909, quelques jours seulement avant d'avoir 25 ans. Elle, sa sœur et leur chauffeur roulaient le long de la côte du nord du pays de Galles lorsque la voiture a percuté un mur. Violette, qui conduisait, a été projetée à travers le pare-brise et a atterri sur les rochers en contrebas. Emportée par les vagues dans l'océan, elle n'a jamais été retrouvée. Beaucoup pensent qu'elle a simulé sa mort pour des raisons inconnues. Il a ensuite été révélé qu'elle vivait au-dessus de ses moyens, puisqu'elle avait une dette de 17 000 livres, soit environ 22 000 $. Ceux qui connaissaient la famille ont rapporté que Myriam disait depuis des années que Violette devait hériter d'une fortune de 70 000 livres de son fiancé, un soldat qui avait perdu la vie. Elle s'était fiancée à Edward Jones, médecin, qui avait accepté de l'épouser après avoir appris qu'elle toucherait bientôt un héritage. Il convient de noter qu'elle affirmait qu'elle devait recevoir cet argent à ses 25 ans. Elle a emprunté 5 000 livres à Edward, promettant de le rembourser une fois qu'elle aurait touché son héritage.
et elle a subtilisé 400 livres supplémentaires à une veuve nommée Madame Smith, avec la même promesse. Elle a utilisé cet argent pour investir en bourse, acheter des vêtements coûteux et acquérir des propriétés à travers le Royaume-Uni. L'enquête sur sa disparition était toujours en cours et à un moment donné, une femme nommée Margaret MacLeod a été aperçue dans un hôtel en Écosse. Elle ressemblait étonnamment à Violette et était en compagnie de la sœur de Violette. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Margaret était en réalité l'héritière disparue, mais lorsqu'on l'a approchée, elle a nié ces affirmations. Les deux femmes se sont ensuite rendues à Glasgow, partageant une chambre à l'hôtel Central Station. Et avec la presse à leur trousse, elles ont essayé d'éviter d'attirer l'attention en utilisant un monte-charge après avoir quitté l'hôtel. Mais un journaliste a compris leur plan et les a acculées, poussant Violette à avouer qu'elle avait effectivement simulé sa propre mort avec l'aide de sa mère. Elle et Myriam ont été arrêtées et condamnées à 5 ans de prison, bien qu'elle n'en ait purgé que 3. Le 27 août 2025, une réunion du conseil municipal a eu lieu à Tulsa. Cette réunion portait sur les transferts budgétaires pour les subventions de développement communautaire et l'ordonnance sur les sans-abri, où le conseil devait débattre si les opérations de nettoyage des campements causaient plus de tort que de bien. À 17h, les personnes concernées par ces questions se sont réunies sur Second Street à Tulsa, au 2e étage dans la salle du conseil, et les discussions ont rapidement commencé. Ces réunions, toujours empreintes d'autorité et de sophistication, allaient être interrompues de façon inattendue peu après leur début. L'interruption s'est manifestée par un grondement inquiétant. L'assemblée était enregistrée et les caméras ont capturé le moment précis où le grondement semblable à un tremblement de terre a secoué tout le bâtiment, interrompant l'orateur en pleine phrase. Les responsables ont échangé des regards confus et inquiets. Les yeux écarquillés, ils ont cherché l'origine de la déflagration qui avait fait trembler les fenêtres. Mystérieusement, quelques minutes plus tard, un second grondement secoua le bâtiment aussi violemment que la première. Le conseiller municipal Anthony Archie s'est rappelé cet étrange événement, expliquant comment le grondement venu de nulle part avait secoué le bâtiment et effrayé ses occupants. Après le deuxième incident, les responsables et les autorités ont quitté le bâtiment en hâte, espérant découvrir d'où provenaient ces grondements inquiétants. Étrangement, il n'y avait aucun signe à l'extérieur du bâtiment qui aurait pu en être la cause. Certains ont comparé l'événement à un séisme, mais aucune activité sismique n'a été enregistrée dans la région à ce moment-là. Aucune explication météorologique n'a été donnée pour le rugissement qui a secoué les conseillers municipaux. Donc si ce n'était ni un tremblement de terre ni un phénomène météorologique, qu'était-ce ? C'est la question qui reste sans réponse quelques mois plus tard, malgré une enquête approfondie. L'absence de réponse crée une tension compréhensible dans la communauté. Nous nous demandons quelle théorie sinistre pourrait être la bonne. La plupart des gens rejetteraient instantanément les rumeurs d'objets maudits comme de simples superstitions ou des élucubrations. Mais de nombreuses personnes ont rapporté avoir connu une malchance sans précédent après avoir visité le parc national de la forêt pétrifiée d'Escalante en Arizona, en particulier après avoir décidé de retirer des morceaux de bois pétrifiés de la région, ce qui est illégal. Il semblerait que de nombreux visiteurs de la forêt soient incapables de s'empêcher de prendre un souvenir de leur voyage. Et dans de nombreux cas, on dit que les conséquences sont graves. Dans le passé, cela n'était pas rare, car les explorateurs chargeaient souvent leurs chariots de ce bois qu'ils vendaient ensuite aux habitants des villes voisines. À cette époque, il n'y avait aucune loi interdisant l'enlèvement du bois, mais cela a changé en décembre 1962, lorsque la forêt a été officiellement déclarée parc national. À partir de ce jour-là, toute personne surprise en train de retirer du bois était passible d'une amende, mais cela n'a pas empêché certains de ramener discrètement du bois chez eux. Un jour, un homme a décidé de prendre un souvenir et a déployé de grands efforts pour dissimuler le morceau de bois volé avant de quitter le parc. Peu après, il a renvoyé l'objet au parc avec une lettre expliquant que sa vie s'effondrait et qu'il était convaincu d'avoir été maudit par la forêt. Un autre a supplié les responsables du parc de reprendre le bois volé afin que sa vie puisse redevenir normale. Un visiteur a dit qu'il était avec sa petite amie depuis 3 ans lors de leur visite au parc. Avant de partir, il a discrètement glissé un morceau de bois dans sa poche et, sans avertissement, alors qu'il rentrait chez eux en voiture, sa petite amie a soudainement mis fin à leur relation.
D'autres ont signalé avoir eu de graves problèmes de santé après avoir volé du bois dans la forêt, mais dès qu'ils ont rendu le bois, ils ont commencé à se rétablir. Certains ont raconté comment ils ont été humiliés en public, tandis que d'autres ont eu des accidents qu'ils pensent n'auraient jamais eu lieu sans ces objets maudits. Des morceaux de bois ont été renvoyés aux responsables du parc depuis le monde entier, avec un homme qui a rendu ses souvenirs volés pesant plus de 13 kilos. On ignore toujours comment il a réussi à faire sortir autant de bois du parc, mais c'était clairement une mauvaise idée. Quoi qu'il en soit, on espère que ces histoires dissuaderont les visiteurs de voler du bois pétrifié dans une zone protégée, où une lourde amende pourrait être le moindre de leurs soucis. ASCAP, le radiotélescope Australian Square Kilometer Array Pathfinder, a capturé des images radio d'une étrange bulle ultra faible qui ne peut être vue qu'aux longueurs d'onde radio. La bulle, un cercle presque parfait, n'a aucun équivalent évident en rayon X ou en optique. Ces caractéristiques inhabituelles ont inspiré le nom le plus approprié pour cette anomalie, téléos, un mot grec signifiant parfait et complet. Téléos a été découvert par accident lorsque l'astrophysicien Miroslav Filipović explorait des images provenant du puissant radiotélescope. Cette image étrange a tout de suite attiré l'attention, suscitant des études approfondies et captivant le monde de l'astronomie. Au départ, les chercheurs et scientifiques ont suggéré que la forme n'était que les simples vestiges d'une supernova, mais la symétrie reste étrange et totalement inhabituelle pour cette catégorie. En général, les coquilles de gaz en expansion qui subsistent après l'explosion d'une étoile présentent des formes irrégulières et indiscernables. Les distorsions sont le résultat des ondes de choc et des interactions ultérieures avec la matière cosmique environnante qui sont très rarement uniformes. Téléos défiait manifestement cette règle, affichant une forme presque parfaite et anormale. La symétrie sphérique est rare, voire inexistante parmi les vestiges connus de supernovas, ce qui a conduit à des spéculations sur l'origine exacte et la nature de l'explosion. En plus de sa forme inexplicable, les scientifiques peinent également à déterminer la distance, la taille réelle et l'âge de l'objet. Les experts n'ont pu fournir que des estimations, des suppositions et des théories. Selon l'hypothèse retenue, Téléos est soit jeune et proche, soit vieux et grand. Si c'est la première option, l'absence de contrepartie optique renforcerait le mystère que la seconde option pourrait résoudre. Mais si c'est la seconde option, pourquoi Téléos n'a-t-il jamais été observé auparavant? Pour être honnête, nous ne savons pas vraiment ce qu'est Téléos, et les explications autour de son existence ne sont que des hypothèses. Encore une fois, malgré nos connaissances avancées et nos progrès technologiques, nous restons dans l'ignorance, sans savoir quels secrets se cachent à proximité, ni s'ils représentent une menace pour le monde. En 1748, ce qui aurait dû être un voyage joyeux à bord d'un navire pour un couple en lune de miel venant de Londres s'est terminé en tragédie. L'histoire de la Lady Lovabond est remplie de jalousie, de rage et de mystère, et beaucoup de gens croient que le navire navigue encore sur les mers aujourd'hui. Le 13 février de cette année-là, le capitaine Simon Reed et sa nouvelle épouse sont montés à bord du navire à Londres et ont mis le cap sur le Portugal, où ils prévoyaient de célébrer leur lune de miel. Ils avaient invité des amis à les accompagner, et selon tous, l'équipage du navire était très expérimenté. On dit aussi que l'ambiance à bord du navire était joyeuse et festive, avec de la musique pendant que les passagers s'amusaient. Cela semblait être un cadre parfait, mais quelque chose de sinistre se passait sans que Reed ne s'en rende compte. Son premier officier, un homme nommé John Rivers, avait des sentiments non partagés pour la femme de Reed, et il n'arrivait pas à accepter le fait d'avoir été rejeté. Pour aggraver les choses, elle était désormais mariée à son capitaine, et plus il s'éloignait, plus Rivers se mettait en colère. Alors que le navire approchait d'une zone tristement célèbre appelée Goodwin Sands, Rivers prit le contrôle de la barre et dirigea le Lady Lovabond sur un banc de sable avec de mauvaises intentions. Dès que le navire heurta le banc, il commença à prendre l'eau et l'équipage comprit qu'il n'y avait aucun espoir de sauver la situation. Malgré tous leurs efforts, ils ne purent quitter le navire, qui fut rapidement englouti par l'océan, et tous ceux qui se trouvaient à bord périrent. La nouvelle de la tragédie se répandit rapidement et bien que beaucoup de gens aient eu de la sympathie pour Rivers, ils ne pouvaient pas approuver le fait que ses actions aient coûté la vie à tant de personnes, tout cela à cause de sa nature jalouse. Rien ne pouvait être fait à ce sujet, et l'incident fut consigné dans les livres d'histoire comme une tragédie évitable. Bientôt, les souvenirs du Lady Lovabond et de ses passagers s'estompèrent.
Exactement 50 ans plus tard, l'impensable se produisit. Le 13 février 1798, un groupe de pêcheurs naviguant près des dangereux bancs de Goodwin fit face à une scène inexplicable. Dans l'eau devant eux, la Lady Lovebond apparut soudainement, mais ce n'était plus le magnifique navire qu'elle avait été autrefois. Les hommes ont rapporté avoir vu une étrange lueur verte autour du navire et avoir entendu de la musique joyeuse en provenir. Un autre navire, une goélette qui naviguait dans la région, rapporta également que la Lady Lovebond était apparue si soudainement que le capitaine de la goélette avait dû manœuvrer pour éviter une collision. Personne n'a jamais signalé avoir vu un membre d'équipage ou un passager à bord. Mais beaucoup de gens croient qu'ils sont en réalité toujours sur le navire, condamnés à parcourir la même route pour l'éternité. Un voyage en solo, une voiture abandonnée, un 922 et 650 acres de parc national. Voici les éléments troublants qui dominent l'étrange affaire de la résidente du Missouri, Angel Boulia. Angel est née et a grandi à Saint-Louis, Missouri, puis a déménagé à Chicago après son diplôme de l'université Lawrence, au Wisconsin. Elle n'est pas restée longtemps à Chicago et en octobre 2025, elle est retournée à Saint-Louis. Là, elle a décroché un emploi au River City Casino qu'elle devait commencer en novembre. Malheureusement, Angel n'aura jamais l'occasion de commencer son nouvel emploi car elle a inexplicablement disparu ce même mois. Le 6 novembre, la jeune femme de 26 ans a pris l'avion pour Port Angeles, dans l'État de Washington. Avant de commencer son travail au casino, elle souhaitait visiter le parc national olympique. Ce voyage en solo et improvisé serait sa toute première visite dans la réserve naturelle de 922 650 acres. Au départ, Angel avait prévu d'y rester seulement quelques jours, suggérant qu'elle rentrerait chez elle le 10 novembre. De façon inattendue, cependant, elle a choisi de prolonger son séjour pour une durée indéterminée. 11 jours après avoir quitté Saint-Louis, Angel serait vue pour la dernière fois faisant des courses seule à Port Angeles sur les images de vidéosurveillance. On peut la voir dans la vidéo en train d'acheter prétendument pour $800 d'équipement de camping chez Walmart, ce qui indique que le séjour dans le parc national olympique était bien plus long que ce que quiconque aurait pu imaginer. Un jour après cet achat, elle enverrait à sa mère une photo d'elle, souriante, pour lui faire savoir qu'elle allait bien. Ce serait la dernière fois que quelqu'un aurait des nouvelles d'Angel. Le jour de Thanksgiving est passé sans que la jeune femme ne prenne contact avec sa famille. Ils ont tout de suite compris qu'il y avait un problème. Pendant plusieurs jours, la mère d'Angel s'efforça de ne pas paniquer. Finalement, le 27 novembre, elle a été obligée de passer ce coup de fil décourageant au département de police de Port Angeles. C'est l'enquête qui a suivi qui a permis d'obtenir les dernières images de vidéosurveillance montrant qu'Angel resterait plus longtemps dans le parc. Il a aussi été établi que son téléphone a été utilisé pour la dernière fois le 18, sans activité sur ses réseaux sociaux ensuite. À ce moment-là, la femme disparue louait un véhicule, un Ford Bronco Sport de 2025. La voiture ne serait retrouvée qu'à la fin du mois, abandonnée au départ du sentier Solduc et dans le parc. Une fouille approfondie du véhicule a été effectuée, au cours de laquelle plusieurs découvertes troublantes ont été faites. Les enquêteurs ont retrouvé le matériel de camping acheté par la jeune femme, ce qui montre qu'elle n'a jamais eu l'occasion de le déballer. 3 sandwichs Subway non consommés, achetés dans un Walmart de Washington, étaient également présents. Puis, il y eut une découverte des plus incongrues. C'était une liste de contrôle d'un employé du parc olympique et du matériel de piscine oublié dans le coffre de la voiture de location d'Angel. Sa mère saurait que l'employé d'entretien propriétaire des objets avait été interrogé. Mais la police n'a pas précisé les informations obtenues lors de cet entretien. L'ouvrier dont le nom n'a pas été rendu public n'a pas été désigné comme suspect, et Angel reste étrangement introuvable sans laisser de traces. Toute information concernant la localisation d'Angel Boulia peut être transmise à la ligne d'appel à témoins du Parc national olympique au 888 653 0009. Ce n'est jamais bon signe lorsque la police est appelée dans une zone où les gens se plaignent d'une mauvaise odeur. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Flagstaff, en Arizona, en 1916, donnant naissance à un mystère qui reste non résolu à ce jour. À l'époque, May Prescott était une propriétaire de bordel bien connue dans la région. Son affaire se déroulait dans leur pension, et elle était connue pour être une femme stricte qui ne tolérait aucun mauvais comportement de la part de sa clientèle. Cependant, les pensions n'étaient pas les seuls biens que May possédait dans la région. Femme d'affaires prospère,
Elle s'était fait de nombreux amis à Flagstaff et était appréciée de tous selon les sources. Mais il semblerait que quelqu'un dans la communauté ne soit pas du même avis sur May. Son affaire a commencé le 30 août 1916, lorsque ses voisins se sont rendus compte qu'ils ne l'avaient pas vue depuis plusieurs jours, ce qui était très inhabituel. Ils ont décidé d'aller chez elle pour prendre de ses nouvelles, mais en s'approchant, ils ont remarqué une forte odeur qui provenait de la maison de May et Fred, une cabane en bois. Craignant ce qu'ils pourraient trouver à l'intérieur, ils ont contacté la police. La situation semblait grave, et après l'arrivée de la police, leurs pires craintes ont été confirmées. En entrant dans la cabane, ils ont découvert le couple mort, manifestement décédé quelques jours auparavant. May et Fred ont été attaqués avec une arme blanche et une arme à feu, puis leur agresseur a tenté de dissimuler les preuves en incendiant les restes. Le lit où ils ont été retrouvés était carbonisé, ainsi que la partie supérieure des dépouilles. Le feu n'avait pas réussi à se propager et s'était éteint de lui-même ou avait été éteint par leur agresseur pour une raison inconnue. Du liquide a été découvert en plusieurs endroits de la cabane, notamment sur le sol et le lit. Certains pensaient que l'assaillant avait utilisé un accélérant pour incendier la cabane, mais cela n'a jamais été confirmé. Le juge Harrington, le coroner de la ville, déclarera plus tard que lorsqu'il a vu les corps pour la première fois, le couple était blotti l'un contre l'autre et Fred tenait une arme à feu dans sa main, ce qui semblait très inhabituel compte tenu des positions dans lesquelles ils ont été retrouvés. Lorsque la cabane a été fouillée, la police a trouvé un rasoir contenant du matériel biologique et à l'extérieur, un autre a été trouvé, mais il était beaucoup plus ancien, rouillé et probablement sans lien avec le crime. La porte d'une remise de stockage voisine révélait une empreinte de main et du matériel biologique, et sur le sol, on a retrouvé encore plus de ce même matériel. Personne ne savait qui avait pu attaquer le couple, si bien que de nombreuses personnes ont été interrogées par les enquêteurs. Des amis de May ont indiqué aux enquêteurs que Fred était revenu du Texas seulement 4 jours avant l'attaque et que les retrouvailles avaient été tendues. Beaucoup avaient appris que Fred avait plusieurs liaisons et l'avaient confronté à ce sujet, ce qui a entraîné une vive dispute. Il a été établi que quelqu'un avait falsifié une lettre où l'assaillant accusait Fred, mais personne n'y a cru, car il était impossible qu'il se soit infligé ses propres blessures. L'affaire a été classée comme un homicide, mais malgré tous leurs efforts, la police n'a pas pu trouver d'autres preuves. Avec le temps, l'affaire est restée non résolue. Aucun suspect n'a jamais été désigné, et il se peut que nous ne sachions jamais qui a tué le couple il y a plus d'un siècle. Quelque chose d'étrange a pénétré dans l'atmosphère proche de notre planète, la Terre. C'est peut-être une comète ou peut-être une vieille étoile. Selon un scientifique controversé, il pourrait s'agir d'un vaisseau de guerre extraterrestre cherchant à entrer en contact. Comme aucune réponse plausible n'a encore été proposée, tout ce que nous savons, c'est que 3EIA Atlas est loin d'être ordinaire. C'est le 1er juillet 2025 que le télescope financé par la NASA, connu sous le nom d'Atlas, a repéré cet étrange objet interstellaire, la 3e observation confirmée de l'histoire. Depuis sa découverte, 3E Atlas a été observé à plusieurs reprises, notamment grâce au télescope spatial James Webb, qui l'a capturé avec son spectrographe proche infrarouge. La sonde Psyche a également suivi la supposée comète, effectuant 4 observations sur une période de 8 heures. La mission Punch a également capturé des images de l'objet céleste et a pu produire des images discernables d'une queue exceptionnellement courte pour une comète. La queue n'est pas le seul aspect inhabituel de cet objet. Plusieurs anomalies se sont manifestées au cours des derniers mois, laissant les scientifiques perplexes. On a observé que la trajectoire d'Atlas en 2026 l'amènera incroyablement près de la sphère de Hill de Jupiter, qui se trouve à 53,5 millions de kilomètres, une grande limite gravitationnelle de la planète, dominant la force gravitationnelle du Soleil. Cet alignement étrange est considéré comme une coïncidence et a également conduit à des spéculations selon lesquelles l'objet pourrait naviguer intentionnellement vers la zone pour une raison inconnue. Atlas a également présenté quelques changements de couleurs particuliers observés à travers des images sonars. Cet objet céleste est également inhabituellement grand pour un objet interstellaire, avec une masse estimée à des milliards de tonnes, ce qui le rend plus lourd que Oumuamua et Borisov. Selon des astronomes controversés et des partisans de l'existence d'extraterrestres, cette observation remet en question l'idée que les visiteurs de l'espace pourraient ne pas être aussi petits que nous le pensions.
Ajoutant aux particularités d'Atlas, sa polarisation négative extrême est très inhabituelle pour une comète et n'a pas été observée chez d'autres objets du système solaire. Et de façon étrange, l'objet ne semble pas non plus présenter la traditionnelle queue de poussière, ce qui a conduit à des débats sur son origine et sa nature, suggérant qu'il est soit beaucoup plus rocheux qu'on ne le pensait au départ, soit possiblement technologique, selon certains. La supposée comète, qui ne remplit que certains des critères d'une comète, est devenue plus brillante que jamais auparavant, et elle est plus bleue que le Soleil. Elle présenterait prétendument des jets dirigés vers le Soleil et à l'opposé du Soleil, ce qui suggère une surface immense. Les scientifiques ont également remarqué une trajectoire étonnamment stable, ce qui remet en question l'idée qu'il s'agisse d'une comète naturelle. Des astronomes controversés comme Avi Loeb ont soutenu que les particularités de 3E Atlas pourraient être dues à sa composition non naturelle et à une technologie extraterrestre. Il avertit que l'humanité devrait se préparer à une visite inattendue et possiblement indésirable. D'autres scientifiques ont soutenu que la lueur verte, la forte concentration de nickel et de CO2, ainsi que le comportement étrange, peuvent tous s'expliquer par de simples processus naturels encore inconnus. Ce que les experts n'ont pas pu nous expliquer, c'est pourquoi la comète transporte les ingrédients clés de la vie, notamment le méthanol, le cyanure d'hydrogène, le dioxyde de carbone, la vapeur de nickel et la glace d'eau. Pour l'instant, les affirmations concernant des signatures biologiques et une technologie extraterrestre restent de simples spéculations, et nous ne savons toujours pas vraiment ce qu'est 3E Atlas, d'où il vient, ni pourquoi. La police de Tasmanie, en Australie, a déclaré qu'elle était extrêmement préoccupée pour le bien-être d'un couple. Gregory Vaughan, âgé de 72 ans, et sa compagne, Kim Warner, âgée de 66 ans, ont disparu après avoir embarqué pour un vol à bord d'un petit avion. L'affaire a commencé le 2 août 2025 lorsque Gregory, Kim et leur chienne Molly sont montés à bord d'un avion vert biplace Bristol-CLSA à l'aéroport de Georgetown et se sont dirigés vers le centre de la Nouvelle-Galles du Sud. Ils devaient atterrir dans l'État de Victoria pour ravitailler, mais n'y sont jamais arrivés. Lorsqu'un membre de la famille s'est rendu compte qu'ils avaient beaucoup de retard, il s'est inquiété et a commencé à chercher de l'aide pour les retrouver. Gregory n'était pas novice en pilotage de petits avions puisqu'il le faisait depuis longtemps et il aurait su quelle procédure suivre. Lorsqu'un des amis du couple s'est rendu compte qu'il n'avait pas entendu de message de décollage depuis l'aéroport de Georgetown, il a supposé que quelque chose avait causé un retard à leur décollage. Il s'est rendu à l'aérodrome s'attendant pleinement à trouver Gregory et Kim en train d'attendre près de l'avion. Mais lorsqu'il est arrivé, il a été surpris de constater que l'avion n'était plus là et que le couple avait déjà décollé. Le président de l'association des aéroports, David Brewster, travaillait dans un hangar voisin quand l'ami est venu lui exprimer ses inquiétudes. Il a dit à David qu'il était inquiet parce qu'il n'avait pas entendu l'appel au départ, mais aussi parce que le couple n'avait contacté personne par radio depuis leur décollage. Cela a immédiatement tiré la sonnette d'alarme, car Greg était connu pour communiquer en permanence par radio lorsqu'il pilotait un avion. Il l'avait souvent utilisé abusivement, rendant son silence d'autant plus inquiétant. Premièrement, ils ont contacté Air Service Australia pour demander des nouvelles de Gregory ou Kim, mais ont eu peu de réponses. Un changement d'équipe venait d'avoir lieu à Melbourne. Pour vérifier si le couple avait pris contact, il faudrait consulter toutes les bandes radio de la journée, mais ils refusaient sans confirmation d'urgence. À la place, le centre leur a dit de vérifier si l'avion était arrivé à destination, et si ce n'était pas le cas, d'en informer les autorités ainsi que les équipes de recherche et de sauvetage. Ne voulant pas attendre aussi longtemps, les deux hommes ont alors décollé dans un avion et a commencé à chercher par eux-mêmes. Ils ont décollé de l'aéroport de Georgetown vers la côte, scrutant le sol au-dessous d'eux à la recherche du moindre signe de l'avion vert, mais en vain. Ils pensent que la radio de l'avion a peut-être eu une panne et que Gregory ne savait pas que ces messages ne passaient pas. Étrangement, l'avion n'a pas été détecté par les radars de vol et il était évident que quelque chose s'était très mal passé. Ils sont retournés à l'aéroport et ont alerté les autorités qui ont lancé des recherches. Un hélicoptère de police a survolé la zone pour retrouver un avion. La zone de recherche comprenait les îles Flinders, Cape Barron et Chapel, mais plus de 4 mois plus tard, aucune trace de Gregory, Kim ou Molly n'a été retrouvée. En l'absence de tout signe de l'avion ou de débris provenant d'un crash, les recherches ont finalement été abandonnées sans qu'aucune réponse ne soit trouvée. La police a ajouté qu'elle n'a trouvé aucune preuve de circonstances suspectes et que l'enquête est toujours en cours.
Il a dit à sa famille qu'il rentrait du travail, mais cela fait maintenant 3 mois et il n'a toujours pas franchi la porte. Joel Dino Valdez, un ancien marine, travaillait comme électricien de ligne pour une entreprise appelée American Power. Ce travail, à 6 heures de route de chez lui à Coyote, Nouveau-Mexique, lui permettait de subvenir aux besoins de sa femme et ses 3 enfants. Joel faisait régulièrement le long trajet de Silver City à Coyote, rentrant toujours chez lui. Mais le 18 septembre 2025 fut différent. Ce jour-là, quelque chose d'étrange se préparait et quoi que ce fût, le mystère allait s'installer. À 14h30, l'homme de 36 ans a envoyé un message à sa femme, comme à chaque fois qu'il quittait le travail. Il lui a dit qu'il quittait Silver City pour rentrer chez lui. Des heures se sont écoulées sans aucune nouvelle de Joel. Et le lendemain, alors qu'il n'était toujours pas arrivé, la famille est devenue, à juste titre, très inquiète. Avant de le signaler comme disparu, la femme de Joel et le reste de sa famille ont tenté à plusieurs reprises de le contacter. Toutes ces tentatives ont échoué. Des recherches indépendantes ont révélé que la carte de crédit de l'homme disparu a été utilisée dans la région de Santa Fe vers 17h40, le jour où l'on a eu de ses nouvelles pour la dernière fois. Les relevés bancaires ont révélé un achat d'essence chez Allsops, situé sur Serious Road. Une autre opération figurait aussi sur le compte, un retrait d'espèces à un distributeur Wells Fargo proche. Selon la famille, ces 2 transactions n'étaient pas particulièrement inhabituelles, mais l'absence de communication l'était sans aucun doute. Un autre jour s'écoulerait avec de nouveaux débits sur la carte, ce qui commençait désormais à inquiéter. Cette fois, il s'agissait d'un achat important d'essence, suffisant pour remplir plusieurs véhicules, pas seulement le Chevrolet Silverado 2500 de Joel, modèle 2015. Après ces prélèvements, la femme de l'homme disparu a annulé la carte. Le 21 septembre, elle se résigna à l'idée que son mari ne rentrerait pas à la maison et fit ce voyage déchirant jusqu'au poste de police local pour signaler la disparition de Joel Valdez. Juste un jour après que la disparition soit devenue publique, un témoin signala une scène porteuse d'espoir. Ils affirmaient avoir vu le Silverado à Albuquerque, bien qu'il ne soit pas précisé s'ils avaient vu le véhicule ce jour-là ou les jours précédents. Le camion de Joel reste actuellement introuvable. Les circonstances entourant cet événement sont considérées comme suspectes, avec l'idée que quelqu'un d'autre que Joel utilise sa carte de crédit, ce qu'il continue d'essayer de faire même après son annulation. La police d'État du Nouveau-Mexique enquête sur la disparition, ainsi que sur les 6 utilisations non autorisées et tentatives d'utilisation de la carte de l'homme. Les informations concernant la localisation de cette personne disparue peuvent être transmises à la police d'État du Nouveau-Mexique au 5 05 841 9 256. Merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.